Merci à vous tous. Et donc, c'est Monsieur Thibaut Maillefaux qui nous fait le plaisir d'intervenir cet après-midi. En tant que cadre de santé, il va nous parler d'une crise et de contexte extrême aussi sur le plan opérationnel. Et nous sommes heureux de vous écouter. Et je vous cède respectueusement aussi la parole. Merci beaucoup. Non. Ah, c'est bon là? C'est bon, ok. Il fallait parler plus longtemps. Je me présente, du coup, je suis infirmier en soins généraux, donc Thibaut Maillefaux. Je suis actuellement adjoint au cadre de santé dans le service de pathogastro et d'oncologie à l'hôpital Bégin, à Saint-Mandé, qui est l'hôpital militaire, en fait, qui est un des hôpitaux militaires en France. Je viens pour vous parler malheureusement encore une fois de la crise Covid. On n'en sort pas, je suis désolé, mais en tout cas ça a été un événement assez majeur de toute façon pour tout le monde et aussi pour un hôpital d'instruction des armées. Voilà, donc je vais vous resituer un petit peu la situation, un peu focus sur l'hôpital Bégin, ce qui a été organisé dans notre établissement au sein du service de réanimation dans lequel je faisais partie et que j'étais infirmier référent technique à la base. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu la montée en compétences en local. Très rapidement, je vous ferai un petit focus sur le service de santé des armées pour ceux qui ne connaissent pas. Ça va être quelques rappels. L'hôpital d'instruction des armées Bégin. Après un focus évidemment sur le Covid-19 au cœur de la Chia. Et puis un petit bilan qu'on en a tiré derrière. Le service de santé des armées, c'est un service interarmées des armées françaises. Donc vous voyez, il y a 4 armées, armée de terre, marine nationale, gendarmerie et armée de l'air. Il est commandé par le directeur central des armées, il est commandé par le directeur central du service de santé des armées, placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Le ministère des Armées recense à peu près 270 militaires et civils de la défense, chiffre de 2020. Les composantes du service de santé des armées, il en a 5. La médecine des forces, la médecine hospitalière, grâce aux 8 HIA qu'il y a sur le tour et territoire, le ravitaillement, la formation et la recherche par l'IRBA. C'est l'équilibre des composantes en fait qui garantit la qualité de soutien de santé sur les théâtres d'opération extérieurs et intérieurs. Une petite notion d'effectif. Il faut savoir que donc au niveau du service de santé des armées, nous avons 70% de militaires, 30% de civils, avec une répartition à peu près comme celle-ci. On peut distinguer donc les 2 statuts au sein du service de santé des armées et l'exclusivité militaire des métiers n'existe plus aujourd'hui sur le service de santé des armées qui se civilianise. 2 missions principales pour le service de santé des armées, évidemment, c'est le soutien médico-chirurgical des forces armées sur les terrains intérieurs et extérieurs. Il y a également une expertise et une évaluation des soins, prévention et aptitude tout au long de la carrière du militaire, la médecine de sport et tropicale et la prise en charge des maladies et des blessés. La deuxième principale mission du service de santé des armées est une mission de santé publique. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a 8 HIA qui sont ouverts à tous les assurés sociaux, militaires et civils. Et nous participons également à plusieurs plans gouvernementaux. Je vous en ai cité quelques-uns, la grippe, Ebola, les attentats à Paris 2015 et d'autres interventions françaises lors de catastrophes naturelles. Nous avons aussi le concours d'intervention d'experts avec les maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bégin notamment, d'épidémiologie et les risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques et explosifs actuellement. Focus sur l'hôpital Bégin. L'hôpital Bégin, c'est un petit hôpital de proximité qui est à Saint-Mandé, donc à côté du bois de Vincennes, qui est accessible en métro. Je dis ça parce que Percy n'est pas accessible en métro, donc vous pouvez venir à Bégin. Et donc évidemment, nous avons toutes ces qualités-là, le soutien des forces sur le territoire national et en opération extérieure, l'expertise médicale pour le personnel militaire, formation des personnels en santé du ministère des Armées et des civils extérieurs, et la recherche médicale et la gestion des épidémies.
Voilà pour une petite introduction qui remet en situation dans le service de santé des armées. Au cœur de la Chia Bégin, nous avons vécu, comme tout le monde sur le territoire, la crise de Covid et la pandémie, sous les différentes vagues que vous avez connues également, et notamment la première qui a été assez intense pour tout le monde. On part du postulat, en fait, qu'on a un certain savoir-faire au niveau de l'hôpital Bégin. Les 3/4 des personnels sont militaires et donc ont une culture, en fait, de mission, de préparation à la mission. Une expérience de gestion de crise en France en 2015 et à l'étranger par les OPEX. On est un hôpital spécialisé en infectiologie notamment, avec le service de maladies infectieuses et tropicales, qui a notamment à l'époque travaillé sur la découverte de traitements sur la période SIDA, pardon. Et donc on a été reconnu déjà sur cette période-là. Et une expérience dans la gestion Ebola avec la prise en charge des 2 patients atteints de ce virus en 2015. Une expérience opérationnelle avec la connaissance des protocoles de prise en charge des patients à risque épidémique et biologique, dans 3 services particuliers, les maladies infectieuses et tropicales, la réanimation et le laboratoire, évidemment. Il y a régulièrement, pour ne pas dire tous les ans, en fait, des exercices et des entraînements d'habillage, des habillages réguliers pour tous les personnels de réanimation. Quand je parle d'habillage, des habillages, c'est dans les contextes vraiment particuliers, type Ebola. Et donc, en fait, on s'entraîne à s'habiller totalement et à se déshabiller. Voilà, c'est suivi et ça fait office de formation et de maintien des compétences. Et une petite particularité, le service de réanimation à Bégin est équipé de 2 chambres à pression négative, comme en médecine interne et en médecine infectieuse et tropicale. Le Covid, la première vague. Comment elle a touché l'hôpital militaire, les hôpitaux militaires et donc Bégin? D'abord par le constat de l'ampleur de l'épidémie. Quand le Covid a été découvert en France, c'est d'abord les hôpitaux civils qui ont été sollicités, en Île-de-France particulièrement aussi. Et nous avons été un peu engagés dans ce combat la marge est très très faible, mais un peu plus tard que le civil. Évidemment, on l'a remarqué par l'augmentation de patients en fait atteints de ce virus en réanimation, la mobilisation de toute l'équipe médicale et paramédicale, et donc du coup, ça a commencé par une réorganisation de services. C'est-à-dire qu'en fait, à Bégin, la réanimation est équipée de 12 lits de réanimation. Et donc, en fait, on a commencé à répartir, en fait, à sectoriser le service de réanimation, c'est-à-dire qu'on avait équipé 8 lits que de Covid et les 4 autres lits étaient pour la réanimation un peu du tout venant, enfin voilà, les soins basiques. Très vite, on a dû s'adapter et donc créer une réanimation totale de Covid pour enfin monter en puissance et donc créer une réanimation éphémère. La création de cette réanimation éphémère a été une décision stratégique prise au niveau de la chefferie, donc je n'en ai absolument pas fait partie. Moi, je suis un opérationnel vraiment local et terrain. Le choix du lieu a été le service de cardiologie. Alors, la réanimation ancestrale est au 1er étage, la cardiologie est au 3e. Pourquoi le service de cardiologie? Parce qu'on est équipé aussi d'une unité de soins continus en cardiologie, l'USIC, donc qui ont la connaissance un peu des scopes. Et on a privilégié ça à la salle de réveil. La salle de réveil, on ne l'a pas choisie. Pourquoi? Parce que son environnement en fait était beaucoup trop fermé et pas la possibilité d'augmenter en capacité. Alors que le service d'USIC, il y a déjà 6 lits équipés et le service de cardiologie était équipé de 32 lits au total. Donc du coup, voilà pourquoi le choix de la cardiologie. Il y a eu une réallocation et donc une réallocation des ressources et donc tout l'hôpital s'est réorganisé autour de ça, donc en termes de matériel et en termes de ressources humaines, avec tous les médecins réanimateurs qui se sont répartis et anesthésistes entre les 2 réanimations, et le renfort des infirmiers anesthésistes, les infirmiers de tout l'hôpital et des aides-soignants de tout l'hôpital. Donc vous entendez par là que ce sont des gens qui étaient non experts, qui ont été affectés dans le service de réanimation éphémère, et donc à qui il a fallu apporter des connaissances rapidement et pour qu'ils ne se sentent pas en difficulté. Un petit schéma un petit peu de la capacité d'accueil en termes d'effectifs. Vous voyez en bleu les médecins et les internes qui sont restés à peu près stables. Donc tout le monde s'y est mis. Au niveau paramédical, on a commencé à 39
Au pic à 24, le 24 mars, on était à 76 et on peut même aller plus loin. Sur des périodes, on était plus de 100 paramédicaux en fait sur le service. Et en termes de nombre de lits, donc du coup, je vous parlais de l'évolution, on passe de 12 lits à 38 lits au total dans l'établissement. Alors évidemment, à l'échelle nationale, ça fait petit, mais pour une localité et pour un hôpital militaire, ça reste quand même assez conséquent. Comment s'est organisée en fait cette réanimation éphémère, donc avec des gens dits non experts? Et ben en fait, au niveau paramédical, il y avait 2 cadres de santé qui étaient dédiés à ce service, répartis en un peu RH et l'autre un peu décisionnaire matériel et ravitaillement. Et on a bénéficié de renforts, donc je vous parlais des anesthésistes, des infirmiers anesthésistes, des infirmiers diplômés d'État, des aides-soignants, réservistes et étudiants. À savoir qu'il y avait aussi les internes. Certains internes qui étaient passés dans le service sont revenus aussi dans le service pour nous aider. Et voilà. Comment on s'est organisé? Par un binomage d'IDE, d'infirmiers de réanimation, et les IDE en renfort. Le binomage, comment il s'est passé? Eh ben, il s'est très bien passé. On s'en est sorti déjà. Et puis on s'est basé surtout sur des compétences assez connues du milieu militaire, hein, qui font partie de nos valeurs, qui sont l'accompagnement, le compagnonnage, la solidarité et l'adaptabilité. On a créé très rapidement, je vous en ai pas parlé, mais cette progression de 12 à 38 lits s'est fait en 5 jours. Donc pareil, encore une fois, avec l'expertise du milieu, c'est pour ça que je l'ai rappelé avant, on a cette expertise du milieu opérationnel et donc de terrain, donc on a pu s'adapter assez rapidement à cela. Pour le compagnonnage, donc du coup on a dû créer rapidement aussi des outils qu'on utilisait déjà pour les étudiants aussi qui venaient dans notre service, mais on a dû les adapter à des professionnels du coup qui eux ont des compétences de base et donc pour les aider vraiment à se sentir aptes à servir. Donc est né certains documents, notamment vous avez certainement entendu parler des décubitus ventrales à l'hôpital, hein, qui est la mise en position ventrale du patient dans son lit. Ça, c'est quelque chose qui a pu être choquant, ce sont des images qui ont pu être choquantes du grand public à la télé. À l'hôpital, on l'utilisait un petit peu déjà avant. Là, il a fallu le démocratiser et puis donc le formaliser rapidement pour ces personnels non experts. On est repassé au papier aussi, à savoir que l'hôpital Bégin et les HIA en général sont quasi en totalité informatisés pour le dossier de soins et tout le reste. Et donc on est repassé au papier, donc en mode clairement dégradé, pour les prescriptions et pour le suivi des patients. Vous pouvez voir quelques photos un petit peu de chantier, donc ce sont des couloirs normalement qui sont habituellement vides, hein. Notamment l'image de gauche pour vous, pardon. Les couloirs sont complètement vides normalement, donc on a réaffecté donc le service d'anesthésie qui nous a beaucoup aidé pour toutes les colonnes d'urgence et toutes les drogues d'urgence. L'équipement de protection individuelle que vous voyez à votre droite, qui est là l'équipement un peu basique. On va sur des tenues quasi, au début de la crise en tout cas, quasi similaire à la prise en charge des patients Ebola, donc normalement avec les masques, capuches et grosses lunettes. On a évidemment allégé un petit peu le dispositif avec la connaissance de la pathologie aussi au fur et à mesure du temps. Et des réserves qui étaient complètement vides et qui n'étaient pas du tout adaptées. On a dû vraiment optimiser au maximum ce service de cardiologie en service de réanimation avec ce qu'on avait. Vous voyez là un exemple de chambre. Donc, on a réussi à avoir. Donc, évidemment, l'établissement n'était pas en capacité de fournir en termes de respirateurs, notamment. Donc, il y a Orléans qui fait partie en fait des services de ravitaillement qui nous a beaucoup aidé à nous procurer des respirateurs. Et il y a aussi l'école vétérinaire de Maison-Alfort qui nous a aidé notamment pour les pousse-seringues électriques. Enfin voilà, on a réussi, grâce à nos partenaires un peu locaux et au groupe hospitalier, à se débrouiller pour avoir du matériel. À savoir qu'à l'hôpital, à l'hôpital Bégin, on a réussi à ne pas être en rupture d'équipement de protection individuelle, ce qui est assez exceptionnel au vu de la crise et effectivement de la non-anticipation de cette crise. On a très vite rationné les masques et les FFP2 aussi, et les médicaments ont très vite été rationnés également. On a eu des tensions médicamenteuses, mais jamais de rupture sèche.
des belles photos de Sandra Chenu-Godefroy qui est venue en fait pendant cette période, pendant une semaine, nous suivre et qui en a sorti un livre. Au-delà de ça, donc je vous parlais au niveau local, il y avait aussi les plans nationaux qui ont sur la crise Covid, qui nous ont demandé de participer. Et donc, vous avez très certainement entendu parler des transferts des patients vers les hôpitaux de tout le territoire. Et donc, on a concouru à ça aussi. On a eu au total 16 patients qui sont partis dans les régions. Et donc là, vous avez deux photos qu'on voit pas très bien, mais voilà, au niveau de l'hôpital, du quai de train et dans le train, donc qui ont été adaptés avec les respi. Petite anecdote, parfois il y avait des coupures électriques et donc nous n'avions plus de surveillance totale des patients et donc on était encore une fois en mode dégradé et donc comme à l'époque avec les stétos ou les deux doigts sur l'artère pour voir si les patients étaient encore en vie. Donc voilà, ce sont vraiment des modes dégradés et le fait encore une fois qu'on soit opérationnel nous ont permis de nous adapter assez rapidement. Le bilan qu'on en tire au niveau local, ça va être une création donc de 20 lits de réanimation supplémentaires en 5 jours, 111 patients pris en charge en réanimation et 16 patients transférés en région. J'étais trop vite. Pardon. L'augmentation capacitaire de 350% des lits, le dispositif qui a pu être pérenne en fait sur un certain nombre de vagues, on en a fait 2,5 dans ce dispositif-là. Alors évidemment, on n'était pas à 32 patients sur la deuxième vague non plus, mais on a quand même été jusqu'à 10 patients sur la deuxième vague sur ce dispositif-là, donc avec la réanimation éphémère. La cohésion d'équipe évidemment et un soutien psychologique de toutes les équipes qui ont été faits assez précocement aussi. Donc pour vous dire aussi que tous les professionnels de santé ont été sollicités. Une collaboration efficace, on parlait tout à l'heure des retours d'informations. Il y avait beaucoup de cellules de crise qui étaient faites tout au long de cette première période de Covid. Il y avait une retranscription des informations en local auprès des équipes en permanence. Quasi tous les jours, on avait un petit staff pour savoir les informations, où on allait, l'évolution de la maladie, les découvertes de l'évolution de la maladie. Enfin, tous ces éléments-là, on était très au clair avec ça et très régulièrement informés. On s'est évidemment adapté à la nouvelle maladie. On a intégré des professionnels de santé au profil complètement différent. Je disais, on n'a pas pris les gens que d'anesthésie ou de bloc opératoire. On a pris des gens qui ont fait que de la médecine conventionnelle et donc qui étaient vraiment avec aucune connaissance de surveillance de scope. Et on a pu également susciter quelques vocations. Parce que du coup, des gens qui ne voulaient absolument pas aller en réanimation avant ont découvert l'univers de la réanimation et donc du coup, aujourd'hui, postulent pour intégrer le service de réanimation. Ce qu'on en tire également, ça a été la création d'une formation en soins infirmiers et de réanimation Covid qui, a posteriori, donc évidemment, on n'a pas pu le faire pendant la première période de Covid parce qu'il fallait réagir assez rapidement, mais pour anticiper un petit peu le manque de personnel et pour éviter d'aller chercher tout le temps en fait un vivier compétent. On m'a demandé en fait de créer cette formation en soins infirmiers de réanimation Covid et donc du coup je l'ai créée de toutes parts. Donc ça se profile. Alors il y a d'autres exemples qui ont été vus aussi comme à la PHP sur 3 jours en fin de compte. Alors, à savoir que pour être infirmier de réanimation, pour être compétent en réanimation, il faut à peu près 1 an et demi d'exercice dans le service. Et donc, vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas que cette formation donne toutes les connaissances et toutes les compétences au personnel, mais en tout cas, ça désacralise un petit peu le milieu de la réanimation pour que les gens ne soient pas en total stress ou dépourvus de tout geste en fait par rapport à l'univers de réanimation. Donc c'est 3 jours de théorie avec le visuel des différents matériaux utilisés et une semaine d'intégration dans l'équipe avec le contact du coup des soins, la préparation des différentes drogues et utilisées en réanimation et les différents protocoles. Donc tout ça sont des choses qui ont été vues sur le tard pendant la période Covid, qui ont été après reformalisées pour créer cette formation. Et donc, vous entendez aussi par là que aujourd'hui, on a encore des difficultés à recruter en réanimation. Et donc, du coup,
quand il s'agit de périodes un peu difficiles, on peut aussi puiser dans ce vivier-là de personnel formé. Actuellement, il y a 20 personnes dans l'établissement qui sont formées pour ça, 10 infirmiers, 10 aides-soignants. Et donc, on peut les solliciter si jamais il y a besoin et si jamais on remonte un petit peu en termes de patients, alors Covid ou autre. Mais voilà, au moins les gens sont clairs avec ça. Et on a donc créé un petit peu de polyvalence au sein de la structure. Voilà pour mon expérience un petit peu à Bégin. J'ai été assez rapide, je trouve très rapide. Mais c'est bien, je crois qu'on est un peu en retard, donc très bien. Mais voilà.